Et c'est parti pour Marché à thème, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Un quart d'heure thématique consacré ce soir au marché financier, au marché boursier africain que nous allons décrypter avec Wissem Barbouchi. Bonsoir Wissem Barbouchi. Bonsoir Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes président et fondateur d'Obafrica AM et on va commenter un petit peu avec vous l'actualité des marchés boursiers africains au premier trimestre de l'année, ce qui va nous permettre d'essayer de comprendre comment ils ont réagi à cette actualité internationale qu'on commande beaucoup avec le prisme des marchés européens, américains, asiatiques. Mais quel bilan on peut tirer des marchés boursiers africains à la fin du premier trimestre 2022, Wissem Barbouchi? Alors c'est vrai que vu le prisme qu'on peut avoir quand on est en Europe, aux États-Unis, ou en Chine, enfin dans les pays émergents de manière générale, les bourses de manière générale sont en baisse depuis le début de l'année. Ce qu'on constate, c'est qu'en Afrique, depuis le début d'année, la plupart des bourses sont en territoire positif. D'accord. Nous, au sein d'Obafrica, sur les 17 bourses que nous suivons, il y en a 11 qui sont dans le vert, aussi bien en devise locale qu'en euros. D'accord. Et on a des bourses comme le Nigeria qui est à plus 10%, la Bourse régionale des valeurs mobilières qui est à plus 8%, ou encore l'île Maurice qui est à plus 4%. Nous avons également quelques bourses qui sont aussi en territoire négatif. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais ces bourses-là sont des bourses de taille relativement importante et qui sont, elles, géographiquement plus proches de ce qui se passe actuellement en Europe. C'est le cas du Maroc, qui est à autour de moins 4 ou moins 5% depuis le début de l'année. C'est le cas de l'Égypte aussi, qui souffre beaucoup de ce qui se passe dans le conflit actuel. D'accord. Et puis, on a quelques bourses qui sont flat, on peut dire, comme la Tunisie, par exemple, qui est à 0,5% depuis le début de l'année. Alors ça, c'est les performances du coup au premier trimestre de l'année 2022. Il peut être intéressant de se poser la question, d'ailleurs on se la posera peut-être plus tard, de savoir si la proximité géographique explique ou non un impact avec le conflit qui se déroule en ce moment sur le sol européen. Alors justement, ce conflit en Ukraine, qui est quand même suivi de très près par tous les investisseurs en Europe, d'un peu plus loin aux États-Unis, mais quand même assez régulièrement, est-ce qu'il a un impact sur les bourses africaines? Est-ce que vous constatez qu'il a un impact sur les bourses africaines? Alors, il a eu un impact beaucoup moins violent que l'impact qu'on a pu observer sur les bourses européennes. Et aussi, l'impact a pris plus de temps à se matérialiser. Disons que certains pays, comme l'Égypte par exemple, qui est aujourd'hui le premier importateur de blé au monde, qui importe 50% de son blé de Russie et 30% de son blé d'Ukraine, est particulièrement touché par cette crise, puisqu'il fait face à une inflation de nouveau à deux chiffres. Il retrouve un petit peu ces vieux démons qu'il avait eu après la dévaluation, enfin après le passage au régime de change flottant de 2016. Et donc la Banque centrale égyptienne a été contrainte d'augmenter ses taux, alors que pendant 4 ans, les taux étaient dans une dynamique de baisse. Donc on est passé de 9,25% à 10,25%. Et puis dans la foulée, la livre égyptienne, qui avait très bien tenu aussi sur moyenne longue période, a subi une dévaluation de l'ordre de 15% à la suite de cette hausse des taux. Et puis après, on a d'autres marchés qui... Et alors, juste pour l'Égypte, finalement, c'est qu'en fait, il y avait ces importations finalement de blé qui venaient de Russie et d'Ukraine qui, du coup, du jour au lendemain, ont été beaucoup plus compliquées. Et il y a eu cet effet domino de hausse des taux de la Banque centrale et ensuite, du coup, de baisse des marchés. Exactement. En fait, il y a eu un effet assez rapide d'inflation. Vous savez, l'Égypte, historiquement, les taux d'inflation, quand on est passé au régime de change flottant en 2016, on a eu 2 années, 2017 et 2018, où le taux d'inflation était proche de 20%. Puis la hausse des taux a permis, enfin la baisse de l'inflation a permis la baisse des taux. Et disons que le retour de l'inflation lié à la hausse du prix des matières premières entraîne de nouveau une hausse des taux. Voilà, donc on se retrouve de nouveau dans ce cercle vicieux que l'Égypte a rencontré avant la période de 2016, mais qui, je l'espère, sera un cercle vicieux de court terme, parce que disons que les fondamentaux de l'économie égyptienne ces 5 dernières années, notamment grâce à l'aide du Fonds monétaire international, ont été relativement bien maîtrisés. Alors ça, c'était pour l'Égypte, mais donc du coup, ça c'est l'impact des denrées alimentaires finalement sur l'économie d'un pays, donc en l'occurrence l'Égypte. Est-ce que le coût de l'énergie, des hydrocarbures, par exemple, a également un impact sur des économies africaines? Oui, alors les économies africaines, pour la plupart, il y a beaucoup de pays africains qui sont exportateurs d'hydrocarbures ou de minerais. Disons que par exemple l'Afrique du Sud, qui est un exportateur net de minerais, bénéficie fortement de cette situation, puisqu'on n'a jamais vu des prix
prix aussi élevés pour des minerais comme le cobalt, le fer ou le cuivre. Et puis on a des pays comme le Nigeria, qui sont des exportateurs d'hydrocarbures, de pétrole, qui bénéficient sur le court terme de cette crise. Mais il faut nuancer un petit peu, parce que le Nigeria, c'est un pays qui exporte du pétrole brut, mais qui le réimporte raffiné. Donc là aussi, il y a un impact qui est significatif pour la population nigérienne sur courte période. Oui, on aurait pu s'attendre, vu qu'il exporte du pétrole brut, à ce qu'il bénéficie finalement de la hausse du cours du pétrole, mais comme il en importe du raffiné, finalement ça s'équilibre et c'est plutôt négatif à la fin de l'équilibre. Exactement. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais ça a vocation à changer, parce que Aliko Dangote, qui est un des plus gros investisseurs aujourd'hui au Nigeria, a investi dans une raffinerie qui devrait permettre au Nigeria de raffiner au moins un tiers de son pétrole localement. Une question, alors effectivement, que j'abordais tout à l'heure, peut-être géographique. Les pays les plus touchés par la crise sont par exemple le Maroc ou l'Égypte, des pays qui du coup sont en haut de l'Afrique, peut-être plus proches du sol européen et donc du conflit ukrainien. Est-ce que la proximité géographique explique l'impact de la crise ukrainienne ou pas forcément? Disons que naturellement, les pays d'Afrique du Nord sont des pays plus consommateurs en blé que les pays d'Afrique subsaharienne. Le Maroc importe du blé pour faire sa semoule. La Tunisie ou l'Algérie importent aussi son blé pour faire ses pâtes. Donc disons que culturellement, ces pays-là, étant plus proches de l'Europe, il y a plus d'échanges commerciaux. Sont plus impactés. Ne serait-ce que parce qu'il y a effectivement plus d'échanges commerciaux et parce que ils importent des matières premières qui sont des matières premières dont ils ont besoin et peut-être dont certains pays d'Afrique subsaharienne n'ont pas besoin. D'accord, qui correspondent du coup effectivement à la tradition finalement, si je puis dire, de chaque pays. Alors maintenant qu'on a expliqué un petit peu le contexte actuel, quel est l'impact que ça peut avoir pour votre gestion à vous au sein de Aube Africa AM? Alors nous, ça reste une gestion de long terme. On reste des stock pickers, donc nous sommes investis dans des entreprises dans lesquelles nous connaissons bien les équipes dirigeantes. On accorde toujours une importance particulière à la valorisation des entreprises dans lesquelles nous investissons. Ce qui est intéressant dans cette période-là, c'est que nous avons des marchés qui entre guillemets, bénéficient de cette situation exceptionnelle entre la Russie et l'Ukraine. Et ça nous permet à nous d'alléger quelques expositions, notamment en Afrique du Sud et sur la bourse régionale des valeurs mobilières. Et à l'opposé, ça nous permet aussi de renforcer quelques expositions sur certains marchés comme l'Égypte ou le Maroc. Dans le cas de l'Égypte, on a renforcé récemment une société qui s'appelle MM Group, qui est un distributeur non alimentaire, qui distribue par exemple les téléphones Apple ou Huawei en Égypte, qui distribue aussi des véhicules de luxe en Égypte. Nous avons aussi renforcé une société qui s'appelle Risma au Maroc, qui est dans le secteur touristique, qui est un véhicule d'investissement qui gère les hôtels Accor au Maroc, qui ces 2 dernières années a beaucoup souffert du Covid et qui continue de souffrir un petit peu du contexte actuel, mais on est convaincu qu'à partir de fin 2022, début 2023, on va retrouver une situation plus normalisée avec des taux d'occupation qui vont retourner autour des 60%, alors que ces 2 dernières années, on a été plutôt autour de 30%. Et puis en fait, ce qu'on constate aussi, et c'est intéressant, c'est qu'on voit de nouveau revenir un petit peu les opérations de fusion-acquisition. Dans notre portefeuille, par exemple, on a une société qui s'appelle Domti, qui est le leader en Égypte des fromages fondus, qui fait aussi des sandwichs depuis quelques années et des jus de fruits. Et le week-end dernier, il y a eu une annonce de la part d'un investisseur dans le private equity pour acheter 90% de sa participation dans Domti. Voilà. Donc on constate une certaine concentration dans certains secteurs d'activité ou en tout cas des fusions-acquisitions par effet d'aubaine presque finalement. Exactement. La baisse des marchés couplée à une devise qui flanche un petit peu, ça permet d'avoir des opportunités pour ceux qui regardent des secteurs. En tout cas, ceux qu'on regarde, nous, sont les secteurs de la consommation en majorité. Et il y a, disons, sur le long terme, beaucoup d'intérêt à regarder ces secteurs-là, notamment dans des économies où la démographie est particulièrement dynamique. Si on essaye de se projeter un petit peu sur le reste de l'année 2022, de regarder les scénarios que vous pouvez avoir, alors effectivement, vous nous l'avez montré, les différentes bourses africaines ont des réalités différentes. À un instant T, elles réagissent à des éléments exogènes différents. Mais comment est-ce que vous les voyez évoluer dans les prochains mois, Wissam Barbouchi? Alors, sur le long terme, on reste convaincu que les économies africaines sont des économies de croissance. Cette année, le taux de croissance moyen des économies
africaine devrait tourner autour de 4%, mais avec toujours des disparités. Certaines économies, comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire, seront à 6%, et puis d'autres un peu plus matures, comme le Maroc ou l'Afrique du Sud, seront autour de 2%. Donc des économies de croissance, des économies où la démographie reste un élément clé de cette croissance, avec toujours pour nous un élément important qui est l'émergence de la classe moyenne. D'accord. Cette classe moyenne, elle a vocation à consommer, donc nous restons investis dans des entreprises qui sont dans le secteur de la consommation, aussi bien discrétionnaire que non discrétionnaire, et nous restons aussi investis de manière significative dans des secteurs où les taux de pénétration sont relativement faibles. Et c'est le cas par exemple du secteur de l'assurance, où dans la plupart des pays africains, le taux de pénétration est inférieur à 1%. D'accord. En même temps, disons qu'il y a quelques éléments qu'on surveille ou qu'on continue de surveiller. Le premier élément, c'est celui de la devise, puisque historiquement, les devises africaines ont quand même beaucoup souffert par rapport à l'euro, même si entre 2020 et 2022, on a vu une certaine stabilité de la part de certaines devises. Et nous, au sein de notre gestion, on s'est concentré aussi sur ces marchés-là. Je pense notamment au Maroc ou à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et puis, de manière plus générale, et ce que je vous disais tout à l'heure, nous, on continue de rencontrer des équipes dirigeantes, de visiter des usines quand on peut les visiter, et puis de faire notre travail d'analyse financière avec toujours une vision opportuniste, mais une volonté de rester investi sur le long terme. Et c'est intéressant, ça veut dire que quand on s'intéresse à l'investissement sur des marchés financiers sur le continent africain, il faut qu'on prenne en compte la démographie, c'est la première chose que vous nous avez dit, la démographie des pays, parce qu'en fait, on va regarder s'il y a l'émergence d'une classe moyenne qui va pouvoir consommer dans le pays et permettre le développement de l'économie qui va ensuite aller chercher, dont les entreprises vont ensuite aller chercher des financements sur les marchés financiers. C'est le point clé de l'investisseur qui s'intéresse aujourd'hui au marché africain. Donc le territoire africain est le seul territoire au monde aujourd'hui où vous avez une population qui va doubler à horizon 2050. Il n'y a nulle part ailleurs où cette population va croître de manière aussi significative. C'est aussi un territoire où aujourd'hui, en moyenne, quasiment un pays sur deux, voire 2 pays sur 3, ont une population qui pour moitié, a moins de 20 ans. Donc aujourd'hui, on a cette jeunesse de la population qui est un terreau fertile de consommateurs sur le moyen long terme. Et puis surtout, on a encore une fois des entreprises. Aujourd'hui, quand on regarde les marchés boursiers africains, on regarde des marchés où, pour certains d'entre eux, il y a une forme de maturité. Je pense au Maroc, à l'Afrique du Sud, plus marginalement à l'Égypte. Mais on a des marchés où aujourd'hui, on a 15 ou 20 sociétés qui sont cotées et où le ratio, c'est un ratio qu'on regarde nous régulièrement, qui est capitalisation boursière cumulée sur PIB, parfois inférieur à 5%, alors que dans les économies matures, il est largement supérieur à 100% et parfois même proche de 200%. D'accord. Non, mais c'est intéressant effectivement de voir un petit peu effectivement l'impact de l'actualité sur les marchés boursiers africains, effectivement vos perceptions et vos scénarios sur ces différents marchés financiers sur le continent africain. Merci beaucoup Wissem Barbouchi d'être venu nous détailler cela en plateau. Je rappelle que vous êtes président fondateur d'Obafrica AM. Merci à vous également d'avoir suivi Smart Bourse ce soir. Je vous donne rendez-vous dès demain à 12h30 pour l'édition de la mi-journée de Smart Bourse. Et d'ici là, je vous invite à regarder le replay de l'émission et n'hésitez pas également à nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes de podcast.